Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'EBMcast. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois. On espère que vous allez bien. Et la dernière fois, on avait parlé de Lifou Sika, la directrice artistique de l'espace Bernard-Marie Coltès. Et on a eu un échange vraiment enrichissant. On a pu parler de ses fonctions au sein du BMK, mais également de son rapport au théâtre et notamment de l'art contemporain. Et je pense qu'on peut remercier aussi le studio de l'IMDE, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ce podcast tout simplement. Et aussi l'espace Bernard-Marie Coltès, bien sûr, parce que c'est hyper important de le souligner, c'est ça. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir quelqu'un qu'on apprécie tous, Romain Ravenel, un comédien, metteur en scène, professeur d'université, de nombreuses casquettes, tellement de casquettes que ça fait toute ta penderie, je pense. Et aujourd'hui, on a l'honneur, du coup, il a accepté de venir pour ce podcast et même cette émission Twitch. Et on est très heureux de le recevoir. On va pouvoir lui poser plein de questions sur sa vie, sur son avis et tout ça, parce qu'on vous le rappelle, le BMcast a comme thème et comme question le rapport des jeunes par rapport au théâtre. Voilà, tout à fait. Donc, comme Valentin l'a dit, notre invité accumule les cordes à son arc, toujours motivé par la même passion pour le théâtre. Pour la petite anecdote, on connaît Ravenel Romain. Il fut un temps. Monsieur Ravenel, professeur Ravenel, fut un temps. Nous avons été élèves de Romain en L1. On va dire il y a quelques semestres, pour ne pas dire il y a quelques années, parce que ça commence à faire long. Donc, pour les auditeurs et les gens qui nous regardent, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler donc de ton parcours au sein du domaine théâtral ? Déjà, avant de démarrer, moi je tiens déjà à vous remercier aussi pour cette invitation, voilà, comme vous l'avez dit. Puis donc bonsoir aux différentes personnes qui nous regardent, nous écoutent, voilà. Donc moi je découvre, si vous voulez. Il y a des caméras en face de moi. C'est une ambiance que je connais peu, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de technologies comme ça autour de moi. Mais je tenais à vous remercier aussi pour cette invitation, cet espace de parole que vous avez créé. Et puis voilà, en effet, donc c'est vrai qu'on se connaît. C'est vrai que vous deux, je vous ai eu donc quand vous étiez en première année. Voilà, en première année. Et donc c'était de mémoire, donc il y a 2 ans. 2 ans, voilà, c'est ça. Il y a 2 ans. Voilà, donc c'est plutôt chouette de me retrouver dans un autre cadre. Exactement. Voilà, et donc tu m'as dit mon parcours. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voulez à partir d'où, en gros? Comme tu veux. Vraiment, tu peux y aller. Tu peux dire de pourquoi ça t'a amené au théâtre, pourquoi comment t'as été introduit au domaine théâtral. D'accord. Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui démarre, on va dire, quand je suis enfant, quand je suis petit, voilà. Dans un monde dans lequel, avec mes 2 parents, je dirais déjà, il y a le goût du théâtre, il y a le goût des spectacles, il n'y a pas forcément le goût de la pratique théâtrale, mais il y a le goût, par exemple, d'aller au théâtre, c'est-à-dire de sortir, d'être tout petit, c'est-à-dire vers 7-8 ans, d'aller voir des spectacles, de faire des sorties culturelles, etc., etc. Moi, je suis messin d'origine, mais j'ai grandi plutôt en périphérie de Metz, à la campagne, dans un petit village qui s'appelle le village de Sille-sur-Nied. Voilà. Okay. Juste à côté de Courcelles-Chaussy. Et de Saint-Avold ? Sur la direction en tout cas. Okay, sur la direction Saint-Avold, voilà. Et donc j'ai grandi, j'ai passé la plus grande partie de mon enfance dans ce village. Et le théâtre, ça commence petit, même à l'école, voilà, dans la salle polyvalente, le petit club théâtre du village, avec des personnes qui font du théâtre avec les tout jeunes, avec les enfants. Donc évidemment, c'est un théâtre à l'époque, on improvise beaucoup, on n'est pas forcément là tout de suite dans un apprentissage de texte, dans des pièces hyper montées, on est dans du sketch, on est dans de l'improvisation, on découvre comme ça. Il y a des enfants qui sont inscrits au sport, il y a des jeunes qui font du foot, il y en a d'autres qui font, du vélo. Moi je faisais du théâtre, je n'étais pas spécialement bon en foot ni en vélo. Donc, je faisais aucun des 3. Je faisais, ou alors je faisais sur scène, mais je faisais semblant, de faire du foot et de faire du vélo. Donc ça, si tu veux, c'est pour la partie un petit peu enfance. Puis après, viennent, on va dire, les années collège, où là, je suis en collège pas très loin d'ici. À l'époque, je suis à Devant-les-Ponts, je suis au collège Jean Rostand, qui à l'époque se trouvait dans ce qu'on appelle une zone d'éducation, ce qu'on appelle aujourd'hui les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ZEP.
Donc voilà, des endroits qui sont plutôt au milieu des quartiers, quoi, tu vois, entre Devant-les-Ponts, Metz-Nord, Saint-Éloi, Voipy, enfin voilà, à l'époque c'est très mélangé. Et le théâtre, à ce moment-là, quand je suis au collège, il vient en fait de ce qu'on appelait à l'époque des aides-éducateurs, c'est-à-dire c'était des travailleurs sociaux qui travaillaient donc en collège, voilà, et qui proposaient justement des activités surtout sur l'entre-midi aux tout jeunes, voilà, aux collégiens. Donc là, pareil, il y a du théâtre comme une activité scolaire, mais cette fois-ci, on est au collège, donc avec davantage on va dire, de pression et un peu plus de sérieux, en tout cas sur les bases théâtrales, c'est-à-dire il y a un spectacle qui est écrit, il y a une mise en scène, il y a des enjeux, il y a une représentation en fin d'année, donc tu vois, il y a toutes ces choses-là, quoi, voilà. Puis après, au fur et à mesure, je grandis, il y a le lycée, je fais un lycée ici à Metz, à l'époque j'étais à la Miséricorde, donc je fais un lycée avec une option théâtre, et puis là je commence à m'engager, moi en tant que jeune adolescent, dans des compagnies amateurs, dans des associations, voilà, qui à l'époque, donc qui là n'existe plus actuellement sur Metz, mais en tout cas qui à l'époque drainait beaucoup de jeunes, si tu veux, pour faire vraiment du spectacle, quoi, tu vois, avec les adolescents, on va dire entre 15 et 18 ans, quoi, voilà. Et puis via l'option théâtre de mon lycée, je participe à des tas de choses, voilà, des tas de manifestations culturelles. Je me souviens par exemple, ça remonte, hein, c'était avant le bac, mais par exemple de participer tout jeune à la Mousson d'été, par exemple en tant que lecteur à Pont-à-Mousson, dans ce genre de festival. Voilà. La Mousson d'été, tu peux vite faire rappeler ce que c'est? La Mousson d'été, alors je suis pas un expert par rapport à ça, mais en tout cas c'est un événement culturel important dans la région qui se déroule à Pont-à-Mousson, voilà, qui est en fait un temps dédié aux écritures contemporaines et notamment à la lecture de textes contemporains. D'accord, voilà. ok. Donc avec parfois même des textes totalement inédits, hein, c'est-à-dire qui sont vraiment créés pour l'occasion. Et donc c'est majoritairement des professionnels qui lisent essentiellement ces textes, mais par exemple, moi je me rappelle au lycée, il y avait un partenariat, si tu veux, avec la Mousson d'été. Je ne sais pas si ce lycée d'ailleurs l'a toujours aujourd'hui, tu vois, ça j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, en première, par exemple, tu vois, en première littéraire ou en terminale, on pouvait aller donc jouer, voilà, une pièce. On travaillait dans le cadre de cette option théâtre, par exemple, sur un texte. Donc, il y avait déjà, on va dire, des petits enjeux, tu vois. On participait un peu d'une vie artistique, voilà, tout simplement, du coin, quoi. Voilà. Et puis, bac littéraire, option théâtre. Ensuite, voilà, moi, je suis un produit d'art du spectacle, mais pas en tout cas sur Metz. Je suis parti à Lille, à l'université de Lille 3, faire mes études, voilà. Et puis, là, c'est l'engagement étudiant, hein, c'est l'engagement associatif, c'est dans plusieurs compagnies, c'est créer des projets, voilà, c'est commencer à monter ta première association, à vouloir monter des festivals, voilà. Puis à Lille, il y avait une grande, il y avait beaucoup d'associations entre le théâtre, la danse, la performance, voilà. Puis il y avait aussi beaucoup de structures culturelles à Lille, tout ça, donc en tant qu'étudiant, en tout cas dans ma vie étudiant, c'est vrai que je me souviens très bien d'avoir pu bénéficier comme ça d'une très très grande offre comme ça culturelle que m'offrait la ville, et j'en ai pleinement profité. Voilà. Okay, bien sûr. Donc voilà. Donc, et puis après, voilà, moi je suis allé jusqu'au master, j'ai fait une licence d'art du spectacle, j'ai fait ensuite ce qu'on appelle un master recherche, voilà, que j'ai fini à Paris 8, ma dernière année, voilà, pour mon M2. Donc je ne suis pas resté très longtemps à Paris. Hein. Je suis resté 8 mois, hein, pas plus. Après, je me suis barré. Voilà. Et puis après c'était le boulot. Voilà. Après, c'était le Donc boulot. tu es devenu professeur? Alors, tout de suite? Je ne suis pas devenu professeur. Alors, moi, j'avais mon master, mais en fait, je suis devenu plutôt ce qu'on appelle un intervenant. Okay. Voilà. C'est-à-dire, la fac m'a formé, la fac m'a donné un bagage culturel, voilà, à la fois intellectuel et aussi pratique, tout en participant à côté à des tas de stages, des tas de workshops avec des artistes, voilà, donc des stages même pro, enfin voilà, où à un moment donné, tu vois, tu candidates, tu dis voilà, je veux être comédien, je veux, voilà, donc tu faisais des lettres de candidature, tu posais un CV, voilà, puis donc à la fin, tu avais un petit peu comme une forme d'attestation, tu vois, qui attestait des compétences que tu avais acquis dans ces stages, que ce soit à l'époque en théâtre, sur des spécialités, sur des techniques d'acteurs, ou même en danse, parce que moi à l'époque, je m'intéressais aussi beaucoup à la danse contemporaine, voilà. Et je pratiquais la danse en amateur. Voilà, quand j'étais étudiant, j'aimais en tout cas ça, et j'aimais mêler ça évidemment à la pratique de comédien. Voilà. Sachant que ma pratique, donc clairement, quand j'étais tout jeune, je sentais que j'étais attiré plutôt par un théâtre physique, un théâtre de mouvement, un théâtre de corps.
et moins un théâtre de texte. Voilà. Je sentais aussi quand j'étais étudiant que oui, j'avais envie d'être comédien, mais pas que. Voilà. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était aussi de transmettre le théâtre. Ça m'intéressait beaucoup d'enseigner. Voilà. Je faisais des petits jobs étudiants, voilà. Et justement, comment tu transmettais ton savoir aux étudiants? T'as une méthode particulière ou... Alors, c'est parce que je te coupe très vite fait. On le rappelle que du coup, Romain, en tant qu'intervenant, donne cours à des élèves et aussi anime des ateliers, notamment à l'espace Goltès. Et d'ailleurs, là, vous pouvez voir une photo de l'un des ateliers. Et c'est vraiment du coup quelque chose que tu fais récemment. Et du coup, comme Dorian l'a dit, tu as vraiment qu'on appelle ça, une manière très précise de donner cours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, il faut distinguer deux choses. Je reviendrai sur les photos là, que vous avez montrées. Mais en gros, voilà. Là, par exemple, alors oui, c'est un atelier. Mais dans quel contexte aussi est donné cet atelier? Oui. Tu vois, c'est ça qui est... Pour moi, l'atelier, c'est comment dire, voilà, t'es comédien, tu joues, tu participes de la vie culturelle, voilà, tu travailles pour différentes compagnies de théâtre. Et puis, à titre personnel, tu peux aussi donner des ateliers, voilà, en tant qu'intervenant artistique. Tu peux dire tout d'un coup, parce que tu bosses pour tel ou tel organisme, par exemple, tu peux dire, bah tiens, je vais créer un atelier théâtre. Okay. Je vais créer un atelier théâtre, et puis je vais me lancer dans l'aventure, donc je vais aller chercher du public, je vais communiquer autour de ça, puis je vais dire, bah voilà, si vous voulez apprendre à faire du théâtre, voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire apprendre à faire du théâtre? C'est très vague, tu vois. Ça peut être construire un spectacle, ça peut être apprendre des techniques théâtrales, parce que c'est un métier, hein, voilà, il y a des techniques, comme un artisan, il a ses techniques hein, pour créer telle ou telle chose. Le métier de comédien, c'est pareil. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est aussi pour ça que tu es formé. Quand tu fais un conservatoire, ce qui n'a pas du tout été mon cas, tu passes par un conservatoire, tu apprends des techniques voilà, pour jouer telle ou telle chose, pour interpréter telle ou telle chose. Voilà. C'est un métier avec des savoir-faire. Voilà. C'est comme la danse. Voilà. Tu apprends, voilà, t'apprends tel et tel pas. Oui, tu as tout ce côté initiation. Tu as tout ce côté, voilà, t'as tout ce côté technique, puis après tu as tout le côté créatif. Ok. Voilà, donc... Toi, tu fais les deux du coup dans tes ateliers? Voilà, alors, la question c'est plutôt ça. Moi, je rappelle, je n'étais pas en cours du coup avec toi, donc je sais pas bien du sûr. coup. Alors moi j'avoue que, en tout cas ça a été ma pensée, et ça a été aussi ma formation. Je pense que c'est intéressant de démarrer le théâtre par de la technique. D'accord. Par de la technique avant le créatif, parce qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'on peut créer sans technique. Voilà. C'est-à-dire la création, elle ne vient pas de rien. Hein. Elle ne vient pas juste d'une espèce de génie comme ça qui te tomberait dessus. Si seulement. Et puis voilà, si seulement. Et puis en plus, c'est perpétuer aussi. Alors bien sûr qu'il faut de l'inventivité, de la créativité, mais à un moment donné, c'est aussi perpétuer une espèce de forme de stéréotype, tu vois, sur un métier qui serait de dire ah bah c'est un artiste, donc un artiste il crée. Non, bah, un artiste il a de la technique. Voilà, un dessinateur, quand il dessine, bien sûr, il y a toute sa part d'improvisation, il y a tout son génie, mais il y a de la technique en dessin. Hein, bien sûr. Il y a des choses qui existent depuis des années, il faut bien l'apprendre et le mettre sur scène. La même chose en théâtre. Le cas de l'Actor Studio, par exemple, voilà, ou des choses comme ça. C'est ça, voilà, il y a des écoles. Pour rappel, l'Actor Studio, c'est une méthode où on va s'inspirer du coup des choses qu'on a vécues pour le retransmettre sur scène. Oui, voilà. Je précise quand même. Aussi sur l'art de l'acteur, de Stanislavski, enfin voilà, sur des grosses théories, hein, à partir de grands réformateurs de l'art théâtral. Donc voilà. Mais pour revenir à vraiment ton sujet, c'est-à-dire pour moi l'atelier, ça doit être un espace où à un moment donné, quelqu'un d'amateur, peu importe son âge, vient pour apprendre d'abord de la technique, pour la mettre ensuite au service d'une création. En tout cas, voilà, moi, ma façon, en tout cas, qui a toujours été d'enseigner, d'intervenir, que ce soit dans le cadre, y compris même d'ailleurs dans le cadre de l'université, c'est-à-dire quand j'interviens auprès des premières années, ou des publics amateurs lorsque je dirigeais des ateliers théâtre, où j'avais différents publics de tous les âges, des personnes, ça allait de 20 ans jusqu'à 65, 70 ans. Hein. Ah oui, tu as déjà eu des personnes très âgées, bien sûr, tout à fait. Qui ne connaissaient pas du tout le théâtre. Tout à fait, bien sûr. La plupart du temps, d'ailleurs, les personnes qui viennent dans un atelier théâtre, dans un premier temps, ils viennent souvent chercher des choses pour eux-mêmes, hein, c'est-à-dire parce que derrière le théâtre, ils mettent tout un ensemble de vertus, en fait. Hein. Le théâtre, ça permet de mieux parler, ça permet d'avoir confiance en soi, ça permet de se sentir mieux, voilà, d'apporter une forme de bien-être. Donc souvent, quand tu es dans le réseau amateur, on va dire que tu enseignes auprès des amateurs, souvent d'ailleurs, les personnes s'inscrivent à un atelier théâtre d'abord pour ça, puis par goût, par passion, parce qu'eux, ils aiment bien les pièces, parce qu'ils sont spectateurs, parce qu'ils vont voir des choses. Et puis toi, tu es là, tu leur dis, bah ouais, c'est super, formidable, bienvenue.
Mais maintenant, il va falloir vous outiller. Il va falloir vous outiller avec de la technique. Voilà, parce que si vous voulez en faire, même en tant que grand amateur, c'est-à-dire amateur avec un grand A, et donc de tourner, de faire plusieurs spectacles, de jouer, il va falloir, quand vous attaquez un texte, quand vous êtes face à un metteur en scène, il va falloir proposer des choses, il va falloir être mobile avec son corps, il va falloir être capable de moduler sa voix. Il faut être innovant et il faut se mettre en avant. Il faut interpréter, tout ça. Et donc tout ça, c'est des techniques, c'est des exercices, c'est tout ça. Voilà. Donc toi, tu apprends ce genre de choses, à la fois du coup à des étudiants, mais aussi à des personnes qui ne sont pas étudiantes. Tout à fait, bien sûr, évidemment. Ouais. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça à peu près ça fait combien de temps du coup que tu fais des ateliers? Moi, l'intervention, ce que j'appelle l'intervention artistique, les premiers ateliers que j'ai dirigés, j'étais très jeune, j'étais encore étudiant. J'avais 21, 22 ans. Ah oui. J'avais 21, 22 ans. Et ils sont répartis par des thèmes ou des... Alors, non, tu sais, au début, par exemple, c'était pas très compliqué. J'étais étudiant, à un moment donné, il fallait bien aussi avoir un peu d'argent, il fallait bien compter, voilà. Fallait bien me payer des trucs, etc., etc. Moi, ce que je faisais, c'est que par exemple les étés, tout simplement, donc j'étais en art du spectacle, donc j'avais des cours de pratique comme vous avez, puis donc j'apprenais des exercices avec des profs, voilà, donc des comédiens professionnels, des metteurs en scène, des auteurs, ce que tu veux, voilà, les intervenants, voilà, ce qu'on appelait les intervenants de la fac à Lille. Et donc j'apprenais plein d'exercices, en plus d'exercices que je connaissais de par ma pratique régulière depuis que j'étais gamin, voilà, tout simplement. Et plus d'autres choses que j'allais piquer dans les stages où j'allais, tu vois, où j'apprenais des choses, tu vois, puis je m'en inspirais, puis voilà, tu t'en inspires, tu transformes. Moi, je bossais dans des colonies, je faisais des colonies de vacances, je travaillais dans des MJC, voilà, je travaillais dans des maisons de la culture avec des jeunes, voilà, puis je disais, écoutez, je suis jeune étudiant en art du spectacle, je suis spécialisé en théâtre, j'ai des techniques d'animation, je suis capable d'animer un truc. Est-ce que vous cherchez éventuellement quelqu'un qui pourrait faire un atelier pour les enfants, pour les adolescents, pour tout ça? Ouais, ok, ça nous intéresse. Donc tu déposes un CV, une lettre de motivation, et puis voilà, puis ça se faisait comme ça. Et les colonies, c'était pareil, c'était des jobs d'été. Je partais en bus avec des jeunes, avec des ados, souvent donc liés à des structures type MJC, centre social et culturel, etc. Et j'allais faire du théâtre avec les jeunes. Voilà. Okay. Et donc du coup, là, en fait, tu nous parles du coup de la technique, etc., mais aussi de la création. Et tu en as très brièvement parlé, mais surtout le côté narration de comment ça arrive, comment tu as réussi du coup à vraiment transformer cette technique en création. Est-ce que quand tu étais enfant, par exemple, le fait que tu lisais beaucoup, le fait que tu faisais des jeux peut-être à côté, ça t'a aidé, ou est-ce que tu as vraiment eu une création dès ton enfance en fait? Est-ce que ça t'a permis du coup de faire des pièces aujourd'hui? C'est sûr qu'à un moment donné, de jouer simplement. Je pense que l'attirance, en tout cas l'appétence qu'on a vis-à-vis du théâtre, ça vient pas de nulle part, c'est sûr. Hein, ça vient pas de nulle part. Ça serait faux de dire que voilà, c'est tombé comme ça d'un coup. Non. C'est vrai que moi j'étais pas un enfant scolaire. Voilà, j'étais pas bon à l'école. J'en souffrais plus qu'autre chose. Hein, je veux dire, c'était pas du tout une partie de plaisir, bien au contraire. Et je me réfugiais évidemment dans l'imaginaire. Voilà, je me réfugiais dans des histoires que je créais même avec mes parents, voilà, que ce soit dans les jeux, avec des jouets. Jeux vidéo aussi. Voilà, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est bien plus tard. Parce que voilà, moi j'ai 38 ans, je vais sur 39 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai connu aussi un monde où il n'y avait pas encore Internet. Je veux dire, on avait un monde sans Internet. Oui, voilà. Ça y est, on deviendrait fous, nous. Voilà. Moi, comment décrire ça, si tu veux, t'es un gamin, t'es à la campagne, tu rentres de l'école, il y a ce qu'on appelle, il y a la télé, bien sûr, il y a la télé, mais qui est à l'époque notre espace dans lequel on regarde des choses. On regarde des films, on regarde des émissions, on regarde des dessins animés, etc. On est petit, quoi. Mais évidemment, il n'y a pas l'ordinateur, il n'y a pas l'iPhone, il n'y a pas tout ça. Donc concrètement, je veux dire, t'es gamin, tu fais quoi? Tu joues. Ouais. Mais tu joues au sens concret du terme, c'est-à-dire tu as des Playmobil, tu as des Lego, jeux de rôle aussi. Voilà, des jeux, voilà, tu t'amuses, t'es dans ta piole, tu crées des histoires, tu parles, tu fais tous les personnages, tu théâtralises en fait les choses. Tu développes ton imaginaire, mais parce que tout simplement t'es gosse. Et puis après, c'est vrai que la question, déjà la lecture de romans, par exemple, des rencontres littéraires, comme tu disais, moi c'est vrai que très vite, avec l'arrivée des premières consoles,
des consoles de salon, j'entends, hein, tu vois, voilà. Puis aussi le début du développement du jeu vidéo sur les ordinateurs, mais aussi, comme tu disais très bien, c'est-à-dire les jeux de cartes, les jeux de rôle. Moi, j'étais très très attiré par ces mondes fantastiques, comme ça, magiques de SF. Et donc, c'est sûr qu'évidemment, tout ça, ça participe évidemment d'un développement. Hein. Je veux dire, les premières parties de Magic, Donjons et Dragons, enfin, tu vois, quand t'es avec, voilà, t'es tout jeune, t'es ado, t'as 15 ans, puis tu commences à être un peu maître du jeu, tu vois, tout ça, etc. Tu t'improvises sur des choses, bah, forcément, en fait, t'es en train de faire du théâtre sans t'en rendre compte. Et en plus, c'est des choses qui continuent. Moi, par exemple, bah, j'ai 20 ans, pourtant j'en fais encore aujourd'hui, et c'est bien sûr. C'est très libérateur en plus. Et moi, encore aujourd'hui, à mon âge, je reste quelqu'un qui continue à jouer à des jeux de rôle, que ce soit sur mon ordi, tout ça, etc., à aimer l'histoire, la narration, la lecture. Et c'est des choses qui t'ont vraiment permis, du coup, pas d'affirmer ton image, mais de te libérer et de ensuite pouvoir être sur scène. Bah, alors, pas tant vis-à-vis du théâtre, mais en tout cas d'être attiré par ce que tu disais, c'est-à-dire par le côté narration. D'accord. Voilà, par la narration, par l'histoire, par le goût de raconter des histoires et d'aimer les histoires. Et c'est vrai que moi, le métier de comédien, c'est ce que j'ai tout de suite aimé, c'est ce que j'ai tout de suite senti, c'est que j'aimais raconter des histoires. Voilà. J'aimais en créer, j'aimais les raconter. Donc, c'est sûr que ça m'attirait complètement. Je ne me sentais bien que lorsque j'inventais quelque chose ou que j'étais dans un rôle, c'est-à-dire dans un personnage, parce que je racontais une histoire. Et c'est formidable, c'est une sensation hyper jouissive. Tu racontais et tu jouais en plus, donc ouais, c'est les deux. C'est ça, tu mêles les deux. Et puis c'est les premières expériences, t'es face à un public. Alors évidemment, t'es super flippé, t'as le trac, voilà, mais quel plaisir inouï d'avoir raconté une histoire pendant 1 heure, d'être applaudi, d'avoir été un autre pendant 1 heure, parce qu'évidemment tu joues un personnage, donc c'est pas toi, et d'en avoir une super satisfaction si tu veux. Donc voilà, donc tout ça s'est créé au fil du temps, évidemment. En plus, on a des photos de toi qui est comédien. Je pense qu'on peut l'afficher si on a le temps. Mais il faudra aussi savoir qu'en tant que comédien, toi, tu arrives du coup à t'affirmer entre guillemets sur scène. Tu joues vraiment un rôle et tu as ce côté très libérateur, du coup. Ouais, si tu veux, tu parlais, je reviens sur intervenant, atelier, tout ça. Moi, j'ai vraiment d'abord commencé, si tu veux, par vraiment la fonction et le métier d'intervenant. Voilà. Le jeu est venu par ça. C'est-à-dire le jeu théâtral, il est venu par l'enseignement. Parce que moi, déjà de base, j'avais envie de jouer, mais dans ma tête, c'était pas possible. Intellectuellement, de dire, je vais jouer sans enseigner et inversement. Okay. Il faut les deux. Parce que si je fais pas les deux, je peux pas être au plus proche, on va dire, d'une pédagogie qui, pour moi, me paraît extrêmement réelle et très concrète. Donc, le théâtre, c'est pas venu tout de suite comme ça. Si tu veux. J'ai pas tout de suite été interprète, j'ai pas tout de suite été comédien. Voilà, j'étais plus un intervenant artistique. Voilà, je menais différents projets, je mettais en scène beaucoup d'amateurs. Voilà, et puis à force de fil en aiguille, tu rencontres les bonnes personnes, tu te crées un réseau, tu commences à rencontrer des compagnies. On te donne aussi l'opportunité de dire tiens, mais tu es comédien aussi. Je te donne l'opportunité de jouer. Et puis ensuite, tu joues. Voilà, avec évidemment toute la peur de dire « Oh là là, je vais réattaquer le plateau en tant que comédien ». Je ne suis pas quelqu'un qui joue régulièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui par exemple, peut te dire « Oui, ces 10 dernières années, j'ai fait 50 spectacles ». Non, j'ai joué en effet des choses de façon un petit peu régulière, voilà, sur le temps. J'ai joué aussi en tant qu'amateur, comme j'ai joué en tant que professionnel. Voilà, parce que pour moi, le jeu, ça reste le jeu, peu importe le cadre, voilà, que ce soit que tu sois payé ou que tu ne sois pas payé. Et tout ça participe d'un entraînement. Hein, tout ça participe d'une vie, tout ça participe de ce que tu es, en tout cas, voilà. Donc, tout en continuant à enseigner. Ok, voilà. D'accord. Et du coup, pour rebondir un peu sur ça, ce serait intéressant, je trouve, de parler un peu de ta carrière en tant que comédien, vu que jusqu'à présent, on a parlé du fait que tu étais intervenant et professeur. Et comme tu l'as dit si bien, il y a aussi cette balance entre un bagage qu'on a et ce qu'on exprime ensuite avec. Et donc, j'aimerais savoir si, par exemple, tu as des moments marquants dans ta carrière en tant que comédien, des rôles qui t'ont marqué ou qui t'ont... Oui, voilà. Si voilà, il y a des rôles qui t'ont marqué ou des défis précis qui sont... Par exemple, ça, voilà. Par exemple, pour commenter cette photo. C'est une photo d'ailleurs qui est pas si vieille que ça. C'est une pièce qui est jouée dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival du Quai. Le Quai, c'est un centre social, d'accord ? C'est un centre social et culturel qui se trouve au Sablon, dans le quartier du Sablon à Metz. Et donc le Quai a la particularité d'être dirigé par plusieurs compagnies de théâtre amateur, mais des grosses compagnies de théâtre amateur,
qui font vraiment des spectacles et qui les tournent extrêmement régulièrement. Voilà. La photo qui a été montrée, c'est une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle La Jalousie. Donc voilà, c'est pas du théâtre contemporain. Voilà. Et j'avais donc le metteur en scène qui s'appelle Guy Didier, voilà, m'avait confié ce rôle qui est le rôle de Lézignan, voilà, qui est un jeune homme, voilà, qui est un jeune auteur, tout ça, etc. C'est une pièce amateur. C'est-à-dire c'est une compagnie amateur. 2 personnes plutôt éclairées, c'est-à-dire des gens en fait qui... Et c'est ça moi que j'aime beaucoup aussi dans le théâtre amateur, et c'est pour ça que je le défendrai toujours. C'est-à-dire c'est un théâtre où des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une envie d'en faire leur métier, jouent. Voilà, c'est-à-dire ils se retrouvent tous les mercredis soirs, ils bossent 3 heures, ils répètent. Okay. Voilà, en fait, ils font des spectacles, ils ne se rendent pas compte, mais ils font 2 ou 3 spectacles dans l'année, ils les tournent 20 fois sur des tas de salles, devant des tas de publics, dans des tas de lieux, donc c'est énorme, si tu veux, c'est super en termes de diffusion. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu un engagement assez fort dans les compagnies, aussi bien professionnelles que les compagnies de théâtre amateur, parce qu'en tant que professionnel, tu ne peux pas jouer tout le temps, tu ne peux pas jouer comme tu veux. Parce que tu es soumis à des réalités économiques, tu es soumis à la question de la diffusion, tu es soumis à la question des résidences artistiques, ça ne se débloque pas comme ça prend beaucoup de temps, il y a toute une coordination, toute une logistique. Alors que là, bon bah, c'est beaucoup plus simple. L'accès se fait beau. Donc, pour moi, si tu veux, c'est un peu comme un sportif qui s'entraîne. Voilà, quand je fais ça, ben, ça me permet de jouer régulièrement. Je suis engagé, tout ça. Moi, ben, oui, ça me plaît de jouer dans un centre, voilà. Ça me plaît de jouer dans un centre social. Ça me plaît de participer de ce festival, voilà. Et de faire mon taf de comédien, c'est-à-dire à un moment donné, de rester en activité. Voilà. Et pas simplement de me limiter à la pièce, on va dire, professionnelle, où si tu veux, ben, tu prépares 6 mois, tu vas te retrouver dans une résidence intense, ou tu vas te retrouver sur plusieurs résidences, et puis tout ça va être fractionné sur le temps, et tu vas peut-être jouer quoi, 2 fois, 3 fois. Et puis après, bah, t'attends. C'est-à-dire t'attends la diffusion. T'attends la diffusion, c'est pour ça, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux étudiants, c'est-à-dire que avant de vouloir être professionnel, engagez-vous en tant qu'amateur, mais engagez-vous vraiment. Voilà, c'est-à-dire, rencontrer, allez vous présenter auprès de compagnies locales amateurs, voilà, qui font un théâtre qui vous plaît, il faut aussi que ça vous attire, le type de théâtre qu'ils font, et puis commencez. Chaque semaine, chaque semaine, 18h, tu as ton atelier, 18h, 20h, c'est comme un, je sais pas moi, un footballeur qui s'entraîne, tu vois, avant de jouer son match de foot. Tu vois, c'est la même chose. Et en plus, comme on l'a dit, t'es quelqu'un qui a porté de nombreuses casquettes, mais au sein même aussi en tant que comédien. On a une petite surprise pour toi, on a trouvé une petite photo. Je pense qu'on peut te la montrer. On voudrait juste en fait que tu nous en parles un peu plus de cette photo. Voilà, si tu peux juste me parler de cette magnifique photo de toi en cerf. Je suppose que c'est un cerf. Pas du tout. Pas du tout. Dommage. Alors, bon, ça c'est une grosse expérience, donc voilà. Elle fait des petites surprises quand même. Ouais. Bon, en même temps c'est le jeu. Donc, je joue, c'était donc il y a maintenant 2 ans, un ami à moi, donc metteur en scène, directeur artistique, comédien, auteur, qui s'appelle Franck Lemaire. D'accord. Voilà, me propose donc, qui a une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Miracles, me propose une aventure un peu folle, à savoir, il me dit, est-ce que ça te dirait de jouer dans le Songe d'une été de Shakespeare, voilà, à Gorze, dans les bois. Oh, wow. En plein été. Ok. Spectacle professionnel, et il me donne un rôle que j'affectionne particulièrement, qui est le rôle de Puck. Voilà, Puck qui est donc le serviteur d'Oberon, voilà, qui est le roi des fées. Voilà. Okay. Donc en fait là je joue un elfe, un farfadet quoi. Okay. Voilà, donc qui s'appelle Puck et donc qui va en effet dénouer plusieurs intrigues, qui est plutôt malin, qui s'amuse avec l'ensemble des acteurs sur le plateau, parce qu'il y a toute une intrigue dans le Songe d'une été. Et puis c'est une pièce que Shakespeare a écrite, dont une grande partie se passe dans une forêt. Voilà, dont une grande partie de l'intrigue se passe dans une forêt, dans laquelle se passent des tas d'événements magiques. Donc là, la photo que vous avez prise, c'est lors d'une représentation du Songe d'une été. La scénographie qui avait été construite par Éric Chapuis, était à même la nature, c'est-à-dire c'était dans une clairière à Gorze. Voilà, le spectateur devait avancer pendant environ 30-35 minutes. Voilà, et sur cette déambulation, il y avait déjà du jeu, il y avait déjà des acteurs, il y avait déjà des trucs. C'est une équipe énorme. Là, on était à peu près plus d'une trentaine. Et quand je parle d'une trentaine, je ne parle pas que des comédiens, c'est-à-dire il y avait des comédiens au plateau, je ne sais pas, il devait y avoir peut-être une vingtaine de comédiens au plateau, et puis derrière ça, tu as toutes même plus que 30, qu'est-ce que je dis, on était énormément.
t'as tous les techniciens, t'as les régisseurs, t'as les bénévoles, enfin tu vois, C'était très lourd. Voilà, le costume. Ah oui, non, c'était une grosse création. Une grosse création. Vraiment une grosse création sur un rythme très intense, à savoir que cette création qui a donc fait 3h30. Ah oui, d'accord. Voilà, 3h30 de spectacle en plein air, en pleine nature, en pleine forêt, c'est-à-dire que tu fais du 20h minuit. Avec une interruption ou sans interruption? Non, sans interruption. Ah oui, quand même, 3 heures de théâtre. Non, 3 heures de théâtre. Voilà, non appareillé, hein, donc sans micro, rien. Je veux dire, voilà, hein, tu es à même voilà, dans une clairière absolument immense, voilà, avec juste la voûte étoilée, la lune et le bruit des chouettes, tu vois, voilà, et évidemment la lumière placée dans les arbres, enfin tout ça de façon à magnifier, si tu veux, un petit peu cette clairière. Donc une grosse représentation dans laquelle d'ailleurs certains de vos amis étudiants que vous connaissez ont participé en tant qu'amateurs, justement, on y revient, c'est-à-dire que, voilà, tu es étudiant en art du spectacle, tu rencontres des intervenants, des professionnels, des gens qui se connaissent, qui font des projets, qui montent des créations, puis à un moment donné, dans ces créations professionnelles, il y a besoin aussi d'amateurs, il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de gens engagés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'époque? Moi je contacte les étudiants à l'époque que j'avais, voilà, qui étaient donc à l'époque en L1. C'était il y a 2 ans. Ou L2, ouais, c'était notre L1 à nous. Ouais, c'est ça. Je contacte un ensemble d'étudiants et je leur propose l'aventure. Voilà. Et ils sont venus vivre l'aventure et depuis ils n'en démordent plus. Ils sont tous lancés. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, c'est le fait que tu prennes aussi sous ton aile pas mal d'étudiants. Moi, je me rappelle une pièce à la Jeanne, je crois qu'on a une photo où tu es metteur en scène, où tu as été, voilà, exactement celle-là. Où là, par exemple, les personnes qu'on voit, ce sont des personnes qui étaient avec nous en cours, on les connaît, et tu es aussi metteur en scène et tu les prends en fait, entre guillemets, sous ton aile. On en a même une deuxième où on te voit, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Où là, par exemple, bon là, c'était pas des étudiants, c'était une autre compagnie. C'était une compagnie. Une compagnie théâtre amateur qui est très très bien aussi. Tu prends vraiment en fait des personnes sous ton aile, etc. Donc c'est ça en fait qui est un peu fascinant. C'est à la fois comédien, tu es aussi metteur en scène. Donc tu as vraiment ces deux côtés. Et je trouve ça vachement cool. Est-ce que tu as déjà vu des fois est-ce que tu as eu des difficultés à mettre en scène certaines œuvres? Parfois même te dire non, c'est trop compliqué parce qu'il y avait beaucoup trop de scénographie ou des choses comme ça. Après, attention, là encore une fois, c'est-à-dire les photos que tu montres, on est dans un cadre amateur. Oui, bien sûr. On est dans un cadre amateur. Donc quand tu es comédien, que tu enseignes, mais que tu as aussi la compétence de mise en scène pour travailler avec des amateurs, le but c'est quoi pour un amateur à un moment donné? C'est de jouer. C'est d'être confronté à un public, c'est d'avoir sa première expérience de théâtre. Et donc la première expérience de théâtre, c'est à un moment donné d'être en scène, d'être lâché, voilà, et puis de te dire ça y est, ça joue. Voilà. Donc toi, tu vas les accompagner dans une mise en scène, mais aussi à partir de leurs idées. Oui, c'est sûr. Tu n'es pas juste là, tu dis pas c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est un travail qui se fait en commun. Voilà. Il y a des tas de façons de mettre en scène. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Généralement, je choisis plutôt le texte. Je le soumets aux personnes qui souhaitent jouer, ou en tout cas qui ont envie de créer une représentation. On en débat. Ensuite, je fais des coupes. Voilà. Je dessine des plans. Voilà, je fais des tas de petits trucs dans mon coin, et puis je leur soumets. Voilà. Puis ensuite, on bosse sur le plateau. Voilà. Et puis là, par exemple, donc là, c'est le bar de la Jeanne, c'est ce qu'on appelle, c'est au caveau du bar de la Jeanne. À Metz, du coup. Voilà, à Metz, donc à Metz, qui est sur le haut de la colline Sainte-Croix. Et donc, ce sont en effet, comme tu le dis bien, c'est-à-dire des étudiants que j'avais repérés depuis leur L1, qui en effet, eux, leur désir, c'était très clair. Ils disaient, voilà, nous, on veut faire du théâtre. Voilà, on veut faire du théâtre. Donc là, ça y est, on a eu les cours de pratique, mais où est-ce qu'on peut s'engager ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, etc. Et puis on réfléchit, puis en fait, c'est à leur demande que c'est monté cet atelier. Oh, d'accord. C'est pas à la mienne. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir en disant, Romain, on aimerait continuer à travailler avec toi, on aimerait que tu nous apprennes des choses. Je dis d'accord, donc on va monter un atelier. On va monter un atelier. Et ils ont monté cet atelier, et à l'époque, moi je travaillais, je continue d'ailleurs toujours à travailler pour cet organisme qui s'appelle l'INEC Mission Voix-Lorraine, qui est un centre de formation. Et donc je leur ai dit, très bien, puisque vous souhaitez un atelier un petit peu comme une espèce de stage, écrivez votre projet, soumettez-le à ma direction, et puis du coup, ça sera comme une formation, d'une certaine manière. D'accord. Okay. Voilà, et on a dit banco, on a convenu aussi d'un tarif par rapport à ça, voilà, parce que c'était aussi important de faire ça. Voilà, et un tarif tout simple, je veux dire, ça n'avait rien de... Voilà, mais c'était histoire de les mettre aussi dans une logique un petit peu professionnelle, c'est-à-dire de dire, on veut se former, donc on a besoin de ça, donc on va le faire. Et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait, le spectacle là, c'était, on avait quoi? On a bossé 24 heures.
peu près, Ok. 24, 30 heures, grand maximum, pas plus. Donc l'équivalent de ce que tu as en licence. en licence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il souhaitait faire ça, mais en extérieur de la fac. C'est ça qui est intéressant. Ok. C'est ça que je trouvais ça. C'est-à-dire que il disait ouais, mais on peut pas faire ça à la fac. Je dis ça va être compliqué. Oui, c'est sûr. Je dis ça va être compliqué. Et puis je dis je pense que si à un moment donné vous avez aussi l'envie de, on va dire, de dépasser un peu le cadre, c'est intéressant que vous vous mettiez dans une logique de démarche vis-à-vis d'un intervenant justement, vis-à-vis de tout ça, en disant nous, c'est vous qu'on veut pour nous former. Bon, ça c'est une vraie demande. Hein, voilà. Et comme vous en tant qu'étudiant, demain vous pouvez faire une demande à une compagnie en disant voilà, on est un groupe, on souhaiterait votre soutien par exemple parce qu'on aimerait créer ça. Voilà. Après les personnes sont libres, tout ça, etc. de le faire. En tant qu'intervenant artistique, donc un intervenant artistique, il n'est pas toujours soumis à une compagnie, il peut avoir une activité seule, hein, voilà. Bien sûr. Ce qui est mon cas. Il y a des moments où je travaille pour des compagnies, puis après j'ai une activité seule. C'était à leur demande. D'accord. C'était à leur demande, voilà. Et voilà, ils avaient vraiment envie de poursuivre, et on a très bien continué, on a bossé ensemble pendant un temps. Cet atelier après s'est arrêté, voilà, parce que après chacun, moi j'ai mes projets, Oui, bien sûr. eux ils ont aussi leurs trucs. Aujourd'hui ils sont grands, hein, ils sont aussi sur d'autres choses, tout ça, etc. Mais par contre ça a été un bel espace de formation pour eux, ils en sont très contents. Et ça crée de beaux spectacles avec du public qui vient les voir, voilà. Ils ont aussi fait, ça c'était chouette parce que c'était des représentations amateurs, mais ils faisaient ce qu'on appelle un chapeau, c'est-à-dire que le spectateur était libre de mettre, Ok. une l'argent pièce, qu'on tout ça. voulait, etc. Et l'argent leur revenait directement. Ok, d'accord. Voilà. Pour moi, c'était aussi important, super, ça. c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils autofinancent d'une certaine manière leur création. C'est vachement cool ça. Ok. Parce que je pense qu'à un moment donné, se lancer dans le théâtre, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu crées une asso, ou pas, d'ailleurs, ou tu es un collectif, voilà, vous pouvez bénéficier de choses ici à la fac, vous pouvez contacter des lieux, hein. Après tout, le café-théâtre, c'est une grande tradition. Vous pouvez contacter des lieux pour dire, tiens, on a un petit spectacle, on aimerait le présenter, voilà. Vous avez tout à fait le droit, en tant qu'amateur, de faire un chapeau, en disant que c'est un prix libre pour les personnes qui le souhaitent. Hein, voilà, il n'y a pas de forcing, il n'y a rien ou quoi que ce soit. Et donc ensuite, voilà, ça vous permet, entre guillemets, d'autofinancer. Par exemple, si vous avez un cadre associatif, c'est-à-dire de déposer ensuite cet argent sur le compte de l'association, puis de le réutiliser ensuite derrière pour développer la chose. Moi, souvent, beaucoup de compagnies amateurs de la région m'ont souvent contacté à titre personnel quand ils me rencontraient ou qu'ils trouvaient qu'on s'était rencontrés en disant mais on aimerait bien avoir une formation avec vous. Ok. Tu vois, c'est-à-dire on aimerait bien avoir une formation. Donc là, on convenait tout simplement d'un volume horaire, on convenait d'un objet autour de la formation. Est-ce que c'était sur un texte? Est-ce que c'est sur une technique d'acteur? Est-ce que c'est sur des questions de mise en scène, voilà, ou autre chose? Et puis après, on balise la formation et voilà. Donc c'est un peu comme un stage. C'est comme quand tu fais un stage. D'accord, ok. Voilà. Petit instant promotion. Tu seras en mars au Escher Theater pour Juste un homme avec un fusil. Est-ce que tu peux nous en parler dans la mesure du possible, bien sûr, pour pas trop spoil? Ouais, non, il n'y a pas. Comme ça, en même temps, tu peux Il n'y a pas de souci. leur en parler. Oui, voilà. Là, c'est une création professionnelle. Hein, donc, c'est via une compagnie pro. C'est la compagnie Le Barbanchu, dont le directeur artistique est Godefroy Gordet, voilà, qui est par ailleurs aussi un ami avec qui on travaille depuis très très longtemps ensemble. On se connaît depuis le lycée. On a passé notre option théâtre ensemble. On a passé notre bac ensemble. Donc, on se connaît depuis qu'on est gosse. Et donc, ça fait maintenant, tu vois, on parlait de rythme tout à l'heure. On arrive donc dans la 3e année d'une création qui a pris son temps, mais qui sort maintenant, dont les premières sont officielles, voilà. Et donc, comme tu l'as dit, les premières sont au Escher Theater le 27 et 28 mars. Donc voilà. à Esch, au Luxembourg. Voilà. Donc c'est demain, hein, c'est bientôt. Voilà. C'est début février, voilà, c'est dans peu de temps. Et c'est un monologue. Donc c'est un texte écrit par Godefroy Gordet, que j'ai le plaisir d'interpréter, qui s'appelle donc Juste un homme avec un fusil. C'est mon premier seul en scène. Voilà, c'est mon premier seul en scène. Je suis terrifié. Je suis terrifié à l'idée de le faire. Parce que c'est aussi, c'est toute une aventure. Enfin, tu vois, voilà, c'est une aventure très longue, avec plein de rebondissements. Hein. Voilà, avec des résidences très entrecoupées, avec toute une création numérique aussi autour de, voilà, dans la scénographie, avec tout un process, aussi dans la musique, voilà, c'est une création, alors c'est un seul en scène, mais derrière il y a une sacrée équipe. Et on imagine. Et quelle équipe!
Voilà, sacrée équipe, et à qui je dois beaucoup. Et voilà. Et donc, le 27 et 28 mars, je vais me retrouver seul, voilà, sur un plateau. Les places sont déjà en vente ou... Oui, alors, il faut aller sur le site web, en fait, voilà, il faut aller sur le site web du Escher Theater, et donc vous allez trouver dans la programmation, donc Juste un homme avec un fusil. Et puis, donc, c'est en ligne, hein, c'est-à-dire pour réserver les places. Voilà. C'est ça. Et du coup, il y aura 2 dates, 3 dates? Il y a 2 dates. 2 dates. Il y a 2 Okay. dates. Voilà. Et est-ce que du coup, pour toi, c'est vraiment un défi personnel de faire du coup ce monologue, de faire seul sur scène? Parce que comme tu nous l'expliquais, tu as eu un peu toutes les casquettes, mais le fait de ne pas pouvoir, entre guillemets, se rappuyer sur quelqu'un, ça doit être extrêmement compliqué, donc on doit avoir un travail mental derrière. Il y a un sentiment, c'est vraiment la solitude de l'acteur, quoi. C'est-à-dire que, oui, t'es seul. Voilà, t'es seul, mais au vrai sens du terme. T'es seul, et t'es seul devant éventuellement 300 personnes. Ce qui est un paradoxe, parce qu'en fait, il y a plein de monde, mais t'es tout seul. Et c'est pas simple comme rapport. Qui plus est, le texte n'est pas une comédie. Donc en plus, voilà, c'est quelque chose, sans spoil, c'est un texte assez lourd, qui apporte beaucoup de sujets, avec un personnage que j'aime beaucoup pour l'interpréter, mais qui n'est pas si simple. En plus, même le titre en dit long. Oui, voilà. Juste un homme avec un fusil. Juste un homme avec un fusil, voilà. Donc ce n'est pas un rôle facile. C'est mon premier rôle également de théâtre contemporain, parce que j'ai plutôt une formation de comédien classique, à jouer beaucoup de textes, Shakespeare, Marivaux, Musset, ces choses-là. Et donc c'est la première fois que je vais jouer aussi un texte très contemporain. Donc pour moi, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de challenges, c'est une grosse première. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus que le trac, pour une fois, parce que d'habitude j'ai le trac, même là avant l'émission j'avais le trac, parce que, je suis pas habitué à... On est devant des caméras. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce qui est le plus flippant, c'est ce qui est le plus flippant, c'est-à-dire quand il y a des gens, voilà, mais là, on est sur un format tellement un petit peu intimiste comme ça, c'est un peu particulier. Mais là j'avoue, et mon metteur en scène le sait, hein, je lui ai confié, mais c'est un moteur. C'est-à-dire cette peur-là est un moteur, évidemment. C'est pas du tout une peur paralysante, bien au contraire. Donc voilà. Mais ça va être un sacré défi. Incroyable. Ouais. Donc j'ai hâte de le réaliser. Voilà. Je sais pas dans quel état je vais sortir après. Voilà. Je sais pas comment je serai quand je me verrai traîner à la fac. Voilà. C'est une bonne expérience. Oui, c'est une sacrée expérience. Ouais, ça c'est sûr. Bon, du coup, on passe déjà aux dernières minutes de ce live. Donc, ça passe beaucoup trop vite. Oui, en effet. C'est passé à une vitesse. Très vite. Donc, on demande à nos invités de ramener un objet qui leur parle ou avec lequel ils ont une histoire. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton objet qui est juste derrière toi et nous en parler un peu plus? Alors cet objet, donc c'est un livre de Dostoïevski qui s'appelle donc Les Carnets du sous-sol. C'est un livre important pour moi. Je pense que parfois il y a des rencontres, il y a des chocs comme ça qu'on a dans son parcours, que ce soit des rencontres littéraires, des chocs esthétiques, par exemple un spectacle qu'on a vu. J'aurais pu aussi ramener par exemple un DVD d'un spectacle ou une photo, voilà. Mais j'ai choisi ce livre parce qu'il est tout particulier, parce que c'est un livre que j'ai découvert, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Je ne connaissais pas du tout Dostoïevski. Mon papa, à l'époque, m'en parlait. Il me disait, tiens, ça serait intéressant que tu lises, tout ça, etc. Et je découvre ce livre. Déjà qu'il y a la particularité, en fait, d'être écrit à l'envers. Oh. C'est-à-dire que l'histoire qui explique le début se trouve à la fin. Okay. Donc déjà, il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est un livre qui est coupé en deux. C'est donc d'abord une série de monologues qui n'ont pas de titre. Voilà. Et la dernière partie du livre s'appelle « Les propos sur la neige fondue ». Alors il y a différentes traductions parce que c'est du russe, mais en tout cas voilà, ça c'est la traduction que j'ai. Et donc qui explique l'histoire d'un homme, tout simplement, d'un homme qui, suite à un choc, va descendre dans sa cave et va écrire. Voilà, et c'est un livre très dur, voilà, parce que c'est aussi la folie d'un homme qui se retrouve seul dans cette cave et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, et ce qui est formidable chez Dostoïevski, c'est que ça part toujours d'un petit rien. C'est-à-dire que le choc n'est pas forcément... c'est quelque chose qui s'installe, le choc. C'est pas quelque chose qui est forcément d'une brutalité énorme, c'est pas... En tout cas, quand on le lit, on se dirait, mais ça peut arriver à n'importe qui. Oui, mais justement, c'est là où c'est plutôt fin, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, donc à tout le monde. Mais jusqu'où se développe cette question-là, justement, ça c'est autre chose.
Donc, voilà. Et tu penses que du coup tu ne le feras jamais du coup sur... Voilà, et donc pour la petite histoire, voilà, au-delà de la narration, c'est qu'en fait, ce livre-là, j'ai toujours voulu le mettre en scène. Mais je pars du principe qui est le suivant. Quand on aime trop quelque chose, on perd son objectivité. C'est totalement vrai. Et donc, je suis dans une frustration totale, à savoir que je le regarde et je lui dis « Mais jamais je ne te montrerai parce que je t'aime beaucoup trop. » T'as peur de casser la magie derrière? C'est pas la magie, c'est qu'en fait, j'ai peur de... Je trouve qu'on travaille mieux, là pour le coup, en termes de créativité, quand on est à distance de quelque chose. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Hein, c'est pas une question de j'aime ou j'aime pas. Mais là, il y a le rapport, comme tu dis, c'est l'objectivité. Il y a un rapport de proximité. C'est trop touchant pour moi dans mon histoire personnelle, si tu veux, pour que je me dise que j'aurai toute l'objectivité de guider même des personnes pour monter ça. Et donc, c'est un peu... Ouais, c'est ton bébé. C'est pas comme un bébé, tu vois, mais c'est un peu comme un... Comment dire? Ouais, t'as quelque chose comme ça chez toi. Tu sais que ça sera toujours là. Voilà, ça sera toujours là, mais tu n'iras peut-être pas jusque-là. Voilà. Et puis, parce que ouais, c'est toujours terrifiant de créer à partir de quelque chose qu'on aime. Voilà, parce qu'évidemment, comme tu dis, ça peut... T'as peur un peu de te mettre à nu Non, pas forcément. Non. C'est plus, évidemment, quand toi, c'est ton truc, tu adores ça, si tu veux. Mais il y a un public au théâtre. Oui, sûr. Il y a un public. Donc tu peux y mettre tout ce que tu veux, tu peux balancer tous les effets que tu veux, tu peux y aller. En attendant, voilà, si tu as de la distance vis-à-vis de quelque chose, tu le regardes différemment, tu as une autre analyse, tu as une autre approche, tu as peut-être d'autres angles de vue. Là, je suis trop proche, j'aurais le nez collé là-dessus et je serais absolument infernal en tant que metteur en scène si je devais monter ce texte. Voilà. Mais par contre, j'aimerais beaucoup en faire une lecture publique, par exemple, tu vois, plutôt. Ça m'intéresserait, par exemple. Ça, je pourrais le faire. Mais c'est vrai que j'avais pensé, j'avais écrit des spectacles autour, voilà. Donc c'est un livre qui m'a toujours accompagné. Merci beaucoup Romain d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et on vous retrouve peut-être en mars. On l'espère le mois prochain. On espère honnêtement. Et on vous souhaite une très bonne soirée ainsi qu'un très bon mois des amours, la Saint-Valentin. On se connaît. Et du coup, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Et à la prochaine. Salut. Bonne soirée.